Bonjour à tous. Donc moi je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Paul Andrieux, je suis cofondateur de l'agence Troopers. Nous, notre métier, c'est de faire des applications web sur mesure avec le framework Symfony. Et je suis aussi lead développeur du coup de Victoire, qui est la solution open source en question, et sur laquelle je vais revenir un petit peu plus tard. Là, le but aujourd'hui, voilà, c'est de vous faire un retour d'expérience sur les outils CMS et les outils framework. On va essayer de voir ensemble quelles sont les possibilités de ces outils-là, quelles en sont les limites, et comment on peut faire pour dépasser ces limites. Donc pour commencer, on va faire un petit panorama des acteurs qui existent dans ce domaine-là, celui des CMS et des frameworks. On peut les distinguer en plusieurs familles. La toute première famille, la plus connue, c'est celle des CMS dits classiques. C'est les CMS les plus représentés sur le web et ils permettent de faire des applications de contenu pour présenter souvent des blogs ou des contenus, des sites statiques de petite ou de grande envergure, mais voilà, pour vraiment présenter du contenu sans logique métier. Une deuxième famille, ça va être celle des CMS headless, quelque chose de beaucoup plus récent. Et le concept des CMS headless, c'est de séparer complètement la partie saisie de contenu et la partie présentation. Ça suit un peu la mouvance un peu du front qui évolue énormément depuis quelques temps. Donc ça permet voilà, à un utilisateur de saisir du contenu via un back-end, et ensuite un développeur front va avoir toute la liberté d'utiliser ce contenu dans un site web, mais aussi dans une appli mobile sur plusieurs endpoints. Ensuite, on a une autre famille qui va être celle des CMS spécialisés, donc spécialisés dans différents domaines d'activité, donc principalement le e-commerce, mais aussi pour faire des wikis ou pour faire des forums. C'est des CMS un peu particuliers, donc qui offrent toutes les outils d'édition de contenu et en même temps qui implémentent des logiques métiers bien particulières. Ensuite, on a les CMS plutôt flexibles. Là, ça va être des CMS un peu plus complets qui vont offrir à la fois des outils d'édition de contenu, mais aussi des outils de type framework. Donc, soit ils en intègrent des existants, soit ils viennent avec leur propre framework. Et leur but, ça va être de laisser de l'espace de liberté aux développeurs pour implémenter de la logique métier. Et enfin, on a une catégorie un peu à part, celle des frameworks. Donc, les frameworks qui vont permettre d'avoir une liberté totale pour le développeur pour faire du spécifique, mais par contre qui vont apporter aucun outil par défaut d'édition du contenu pour les utilisateurs finaux. Par rapport à notre expérience, par rapport à ces outils-là, on a constaté, par rapport à nos clients, beaucoup de besoins qui se rejoignent. Nous, on fait du développement sur mesure, mais en fin de compte, les clients avaient toujours un peu les mêmes demandes. La première, c'était ils avaient l'exigence d'avoir accès au contenu pour pouvoir avoir la liberté de modifier différentes pages et un accès au SEO pour pouvoir appliquer les retours de leur analytics comme il fallait dans leur page sans faire nécessairement appel à nous. Ils demandaient aussi d'avoir beaucoup de flexibilité sur les pages dynamiques. Donc, nous, on implémente des logiques métiers, on fait des applications, et ils voulaient pouvoir venir sur ces pages dynamiques pour venir faire des changements custom. Et enfin, évidemment, du coup, une couche métier. Donc là, quand des gens viennent pour une application spécifique, c'est qu'ils ont une idée, quelque chose qui n'existe pas encore. Donc il faut que nous, on trouve un outil qui soit capable d'avoir suffisamment de liberté. Maintenant, pour expliciter un petit peu tout ça, je vais vous parler d'un de nos derniers clients qui est venu nous voir. Ses besoins étaient comme les autres, en fin de compte, d'avoir la main sur le contenu du site. Et ils avaient besoin aussi d'avoir la main sur les pages projets. Ce qu'ils voulaient, c'était une plateforme de crowdfunding un petit peu particulière. Donc ils voulaient pouvoir éditer les pages projets, rajouter des informations s'il en avait envie. Et son concept de crowdfunding était un peu particulier, c'est-à-dire qu'on pouvait financer des projets à la fois financièrement, mais aussi avec du matériel ou avec des contacts. Ce n'était pas uniquement financier. Donc maintenant, on va voir ensemble comment faire pour choisir parmi les solutions qui existent pour trouver un outil qui fit avec tous ces besoins-là. Donc voilà, en se positionnant en tant que responsable technique d'une agence ou en tant que CTO.
Donc pour faire ça, on va y aller méthodiquement. On va prendre chaque besoin et on va le comparer avec chaque famille que je viens de vous présenter pour voir si ça fit ou si ça fit pas. Donc le premier besoin, c'est de gestion de contenu. Concrètement, c'est assez simple. Tout ce qui se revendique CMS est là pour ça, est là pour pouvoir éditer les contenus. Donc tout ça, on peut cocher. Et les frameworks de base ne viennent pas du tout avec ces outils-là. C'est possible de les développer sur mesure, mais par contre, de base, quand on met un framework, le client n'a aucun accès pour modifier quoi que ce soit par rapport au contenu éditorial. Deuxième besoin, c'était d'avoir des pages projets qui soient éditables. Là, un CMS classique ne va pas pouvoir le faire, parce que sur un CMS classique, on n'implémente pas de logique métier en particulier. C'est juste de la saisie et de l'édition de contenu éditorial. Les CMS headless, c'est une évolution de CMS classique, mais en gros, on a à peu près les mêmes limites. Pour ce qui est d'un CMS spécialisé, donc si on se dit qu'on trouve un CMS spécialisé dans le crowdfunding, ça va être son métier justement de pouvoir faire ça, d'avoir des accès pour modifier les contenus éditoriaux, mais aussi de pouvoir accéder aux listes ou aux pages des projets pour le customiser à sa convenance. Donc ça, c'est OK. Les CMS flexibles, on peut aussi, parce que sur un CMS flexible, en général, ils viennent avec des entités particulières que sont les pages et les articles, et la majorité des CMS flexibles permettent de décliner ces entités de base pour dire, bon, bah là, je déclare un projet, donc ce projet, il va être manipulable ensuite en front, donc ça va donner l'accès à l'utilisateur final pour faire des adaptations comme il le souhaite. Et enfin, les frameworks, pareil que le premier point, ça ne vient pas avec d'outils particuliers pour éditer les contenus. Ensuite, troisième point, celui de la couche métier, donc de pouvoir faire des dons financiers, matériels et en contact. Ça, les CMS classiques, de la même manière que le point précédent, on ne va pas implémenter cette logique métier-là dans un CMS classique. Donc on ne coche pas, pareil pour le headless. Pour un CMS spécialisé, là on a un problème, c'est que un CMS spécialisé dans le crowdfunding, voilà, ça va marcher très bien, sauf que nous, s'il est venu nous voir pour avoir une application sur mesure, c'est parce qu'il a une idée, c'est parce qu'il veut absolument, il se dit qu'il y a vraiment quelque chose qui manque par rapport au crowdfunding, c'est les dons autres que financiers. Et du coup, par nature, ces solutions qui font du crowdfunding ne vont pas l'implémenter d'elles-mêmes. Donc là-dessus, ça ne va pas répondre. CMS flexible, non plus. Pourquoi ? Parce qu'on a fait le choix juste avant de déclarer nos projets comme des déclinaisons de contenu. C'est plus une page ou un article, c'est un projet. On a fait ça pour lui donner la main, pour qu'il puisse l'éditer, mais du coup on a perdu la possibilité de mettre de la logique métier et de faire du workflow avec ces entités-là. On aurait pu faire l'inverse, on aurait pu, avec les CMS flexibles, vu que comme je l'ai dit, ils intègrent des bouts de framework, on aurait pu faire de la logique métier en code pour intégrer tous les workflows liés à un crowdfunding, mais à ce moment-là, du coup, on aurait perdu le point page projet éditable. C'est un choix à faire entre les deux et on ne peut pas avoir les deux en même temps avec un CMS dit flexible. Et enfin, les frameworks, c'est là où ils s'illustrent, c'est qu'on a la liberté. En tant que développeur, on peut faire à peu près ce qu'on veut au niveau des workflows, au niveau de la logique métier, et lui, il s'illustre. Donc maintenant, si on regarde le tableau, on est un peu embêté. Il n'y a aucune des familles de solutions qui répond exactement, point par point, à toutes nos demandes. Nous, notre choix par rapport à ça, historiquement, ça a toujours été de partir d'un framework, parce que c'est le seul qui nous permet d'avoir une liberté complète, et c'est ça qu'on promet à nos clients. Et par-dessus, on a toujours pris la démarche d'ajouter des briques de CMS, donc on faisait nous-mêmes des petits bouts de CMS pour modifier les conditions générales ou pour modifier quelques endroits ou le header, quelques endroits du site. Ça, c'est une approche qui a fonctionné pendant un moment, mais qui nous prend énormément de temps. On fait des bouts de CMS qui ne sont pas du tout de bonne qualité, on les fait le plus vite possible, c'est pas du tout éprouvé comme solution. Nous, on ne peut pas capitaliser, parce que le client qui vient après, on lui refait un CMS, on récupère des bouts, on se débrouille, mais c'est vraiment de la bricole. Donc ça, au bout d'un moment, on est arrivé à un point de rupture, où du coup, on était obligé de facturer ça à nos clients, parce que ça prend quand même du temps. Lui, il n'était pas du tout prêt à payer pour ça, et c'est du temps qu'on passe à faire du CMS, alors que c'est du temps gâché. On aurait pu passer ce temps-là pour son produit, pour l'améliorer, pour mettre des nouvelles fonctionnalités. Donc là-dessus, on a arrêté, on a pris le temps de réfléchir, et c'est là où on s'est dit, il nous faut vraiment un outil qui nous permette de
réunir le meilleur des deux mondes, donc réunir les CMS et les frameworks en un seul outil. Cet outil-là, il s'appelle Victoire. Donc c'est un CMS qui est open source, en licence MIT. Il se présente comment? C'est concrètement une collection de bundles. Les bundles, c'est des sortes de plugins pour Symfony. Et quand on l'installe, on va venir le mettre par-dessus un projet Symfony. Donc on reste sur un Symfony full stack. On est capable d'utiliser toute la puissance d'un framework. Et on va déléguer toute la partie gestion des vues au CMS. Nous, on continue à travailler comme on a l'habitude avec ce framework. Et on arrête juste d'écrire des fichiers Twig. On envoie ça au CMS. Et c'est le CMS qui charge de faire tout le rendu. Voilà. Je vous ai présenté un petit peu chaque fonctionnalité en reprenant un peu les besoins de notre client initial. Donc, pour commencer, c'était la gestion de contenu. Donc, on a voulu que ce soit un CMS complètement front-end pour essayer de faire quelque chose de moderne. Là, ce qu'on voit ici, c'est un peu bas, donc on ne voit pas forcément très bien, mais c'est quand on installe Victoire, on accède à notre site normalement. On a une barre en haut, une barre en bas. Et dans cette barre en bas, on a accès à 4 modes. Un mode de visualisation, donc on navigue sur le site comme si on n'était pas connecté. Un mode d'ajout de contenu, c'est celui qu'on voit par intermittence ici, qui va ajouter des blocs nouveaux contenus partout sur le site, dans lequel on va pouvoir piocher différents widgets. Les widgets, c'est la façon qu'on a eu de séparer les différents types de contenus d'un site web, ce qui va nous ouvrir une fenêtre d'édition pour créer concrètement un nouveau contenu. On a un mode édition, naturellement, donc, ce qui fait que quand on survole n'importe quel widget, on a un petit crayon pour venir ouvrir la modale d'édition. Et un mode style pour customiser le style. Au niveau du style, l'approche qu'on a eue, c'est qu'on continue à faire c'est un CMS qui est fait pour faire des applications métiers, donc on a toujours une équipe qui va travailler dessus. L'approche, c'est qu'on a quand même un designer, un intégrateur qui vont travailler ensemble pour fournir un style guide, avec tout l'univers graphique de la plateforme. Le CMS permet de venir customiser ces règles-là de façon assez fine, tout en respectant la charte graphique et en implémentant aussi du responsive. Donc de base, tous les widgets sont responsive, et via l'édition du style, on a accès, comme on le voit là, à plusieurs petits onglets, un par taille de dispositif. Donc on peut appliquer des règles spécifiques en fonction de chaque dispositif. Ça, c'est natif dans Victoire. Ensuite, pour un CMS, si on continue, on a un point supplémentaire, celui de modèle de page. Donc ça, on a un modèle de page qui marche assez bien dans Victoire. Modèle de page, en gros, on peut définir une page qu'on va appeler un modèle, qui ne va pas être affiché dans le front, mais qui va servir de base pour d'autres pages, pour ces pages filles. L'intérêt basique, ça va être de définir dans ce modèle un header, un footer, qui va être commun à tout le site. Et l'esprit, c'est que sur n'importe quelle page fille, avec Victoire en tout cas, on va pouvoir venir éditer, rajouter un élément dans le menu, rajouter un lien dans le footer sur des pages spécifiques, sans casser l'héritage qui est entre les deux. Ça, c'est assez flexible. Ensuite, un point supplémentaire pour un CMS digne de ce nom, ça va être le blogging. Donc, inclus nativement dans Victoire, on a un système de multi-blogging qui vient avec du coup, les concepts d'articles, les concepts de catégories, de tags. Il vient aussi avec une collection de widgets un peu spécifiques. Dès qu'on fait du blog, on a besoin de faire des contenus un peu spéciaux, comme les listes d'articles, et aussi des widgets pour que l'utilisateur lui-même puisse implémenter des filtres pour filtrer cette liste par catégorie ou par tag. Il y a un système de gestion de publication, tout ce qui fait un blog digne de ce nom. Ensuite, dernier point, la gestion du SEO. Pareil qu'on a voulu native dans Victoire, c'est trop important aujourd'hui pour déléguer ça à quelque chose d'externe. On a essayé d'aller un petit peu profond dans la gestion du SEO. Donc on a la gestion des métabalises, ça c'est la base, et puis derrière on peut gérer tout ce qui est Open Graph, on peut régler finement l'indexation des robots pour chaque page, ce qui va générer un sitemap. On a tout ce qui est URL canonique, les redirections. C'est assez complet aussi comme outil de SEO. Voilà pour la partie CMS pure. Donc si on reprend notre tableau là-dessus, la ligne est tout en bas, donc vous ne l'avez peut-être pas, mais je pense qu'on peut cocher la partie gestion de contenu à ce niveau-là.
Maintenant, c'est là où arrive un peu le plus gros morceau, qui est les pages projets éditables. C'est cette envie qu'a l'utilisateur de pouvoir venir à tout moment sur une page métier et en modifier le contenu. Pour ça, on a apporté un concept assez particulier dans Victoire, celui des business entities. Donc, pour expliquer ça clairement, dans un framework, on a des concepts d'entity, qui sont des objets qui représentent quelque chose qui est stocké en base de données. Là, l'exemple de code que j'ai mis, c'est un projet qui a 3 propriétés, un nom, une date de publication et une image. Et ces propriétés-là sont stockées en base de données, donc on a un système d'annotation qui existe pour ça. On dit que le nom, c'est une colonne qui va s'appeler name, qui va être de type chaîne de caractères. La date de publication, ça va être une date time, et la picture, on va la stocker en blob. Ça, c'est pour la couche base de données. Et là où on apporte quelque chose, c'est qu'on a une annotation supplémentaire qui est une annotation VIC. Et en la mettant sur notre propriété name, on va dire à Victoire que cette propriété-là spécifique, elle va se comporter comme du texte. On en a plusieurs. Donc là, il y a le texte, mais pour la date, ça va se comporter comme une date. Pour l'image, ça va se comporter comme une image. On met une couche de sémantique sur nos entités métiers pour que Victoire ait conscience du type de données qu'on va essayer d'afficher. Il y a vraiment la couche base de données pour le type de contenu qu'on va devoir stocker, et là on a une couche sémantique pour l'affichage de cette donnée-là. Donc ces propriétés-là, elles se sont changées en business property. Donc à quoi ça sert concrètement? C'est que là, si je reprends sous la forme d'un tableau, on a nos 3 propriétés d'un projet, on a leur sémantique dans la base de données, et on a leur sémantique pour Victoire. Et ça, on va le binder de l'autre côté avec des receiver property, qui est vraiment le miroir d'une business property, mais du côté d'un widget. Et là, chaque widget qu'on va installer dans un Victoire vient avec lui aussi une entité. Donc, par exemple, le widget texte, il a un contenu. Donc, en base de données, on va stocker un contenu. Et là, on a cette même couche sémantique qui va dire que le contenu, c'est du texte. Et là, on peut faire un chemin entre les deux. Il y a un point de jonction entre la propriété name de notre projet et la propriété contenu de notre widget texte. Ce qui permet de lier chaque propriété à un widget potentiel. Donc pour notre nom, on a le widget texte qui sait traiter du texte. Pour la date de publication, on a un widget date qui existe, qui sait comment faire pour afficher une date. Pour l'image, on a le widget image qui sait faire, et le widget cover aussi. Donc là, on va pouvoir faire, en mettant cette petite annotation et en mettant cette couche sémantique sur notre modèle de données, on va pouvoir dire à Victoire comment faire pour les afficher. Ça, du coup, je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais essayer de le faire en live. Là, c'est moi, donc c'est sur notre site, le site de Troopers. Je suis connecté en tant qu'admin Victoire, donc j'ai accès aux outils. Et là, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est rajouter mon email. J'ai envie que les gens me contactent, donc j'ai envie d'ajouter l'email. Donc, pour ça, je vais vérifier. Là, je suis sur le même site, mais dans le back-end. Je suis sur ma fiche, un back-end très basique, un CRUD. Et on voit que, oui, en effet, il y a l'email qui est stocké en base de données. Ça fait partie de l'entité Troopers, donc il n'y a pas trop de problème. Et ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais venir me placer en mode ajout de contenu. Là, on voit les différents blocs qui apparaissent pour les endroits où je suis capable d'ajouter du contenu moi-même. Et ici, je vais venir ajouter du texte. Donc là, on a la modale qui va venir s'ouvrir. Et c'est un CMS, donc j'ai un rich text editor, donc je peux taper du texte, je peux mettre n'importe quel contenu. Et j'ai aussi ici, donc je suis en mode manuel, et j'ai aussi ici la possibilité de passer en mode entitaire. Donc là, je vais pouvoir choisir l'entité Troopers. Là, c'est la version la plus à jour, c'est la version de développement de Victoire. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément toutes les traductions. Mais on comprend quand même. Là, on a différents modes, donc je vais me mettre en mode objet courant, et je vais aller chercher. Là, j'ai la liste des propriétés qui sont affichables comme du texte de notre base de données. Donc là, ce que je voulais, c'était mon email. Et je vais pouvoir créer le widget et afficher mon email moi-même sur ma page Troopers, qui est une page métier. En fin de compte, ça aurait pu être une page projet, sans avoir fait de développement, quoi. Ça s'est fait de façon assez fluide. Je vais revenir sur mes slides. Hop.
Donc là, je vous ai montré ma page Trooper, qui est une page métier qui est là pour refléter l'objet Trooper. Ça, on sait le faire depuis très longtemps avec un framework, sans trop de problèmes. Donc ça, ce que j'explique ici, c'est le fonctionnement avec un framework. Un framework MVC en tout cas. Donc la procédure est assez simple. On déclare une route avec une URL et qui pointe vers un contrôleur en particulier. Quand je vais accéder à cette route projet/1, le contrôleur va recevoir l'info, il va aller chercher le produit d'ID 1 et il va l'envoyer à une vue. Ensuite, le moteur de templating va aller chercher les propriétés de ce projet pour les afficher. On a reproduit exactement le même modèle, ça ressemble beaucoup, sauf que on n'a plus de route à déclarer ni de contrôleur, ça c'est interne dans le CMS, et on va créer un business template. Donc, toujours avec ce mot-clé business, parce qu'on fait du métier. Qu'est-ce que c'est qu'un business template? C'est un type de page. C'est un type de page un peu particulier, mais ça se comporte exactement comme une page. Donc au lieu de faire une nouvelle page, on peut faire nouveau template. Là, on va arriver sur une page victoire classique avec tous les éléments pour ajouter des widgets. Et lors de l'ajout de ces widgets, on va pouvoir accéder, comme je l'ai montré juste avant, au mode objet courant. Et là, le widget va savoir que, ok, là, je ne dois pas afficher juste une phrase, je dois aller chercher par rapport à l'objet courant qui est défini par ce qu'on passe à project / l'ID du projet. Là, j'ai mis l'ID, c'est un exemple. En général, on met plutôt un slug où on met un petit peu ce qu'on veut. Hop, ça va revenir. Normalement. Presque. J'ai perdu ma fenêtre. Ok. À peu près. Ça, c'est un petit peu décalé. Ok. Ok, on est bon. Voilà, donc je me remets dedans. Là, on va avoir des pages du coup, qui vont être générées automatiquement par le CMS pour le projet 1, le projet 2, le projet 3, tous les projets qu'on a dans notre base de données. Ça va créer des pages qui vont pas être persistées, mais qui vont être générées automatiquement. Et le gros avantage qu'il y a avec ça, c'est que si j'accède à la page projet/1, c'est elle aussi une page victoire. Elle est générée dynamiquement, mais si à un moment je me dis sur cette page, imaginons une page projet qui est bientôt arrivée à expiration, enfin la date limite arrive bientôt, moi je vais pouvoir aller dessus, passer en mode ajout de contenu et rajouter un bandeau pour alerter que le projet est bientôt fini. Ça va détacher la page, elle va se comporter de la même manière que les autres, mais avec ce petit bandeau en plus. Là, c'est un exemple parmi d'autres, mais notre utilisateur final, il peut avoir plein d'idées pour mettre en avant un projet ou un autre. Et ça, on ne peut pas le faire avec un framework en fait, de base. Un framework qui va générer les pages. On a un template qui est unique. Et si on veut faire un comportement spécifique sur le projet 32, bah là, ça va commencer à être un peu compliqué. Soit on va mettre un if... mais voilà, c'est trop compliqué à faire. Soit on va lancer un nouveau sprint pour implémenter la gestion des dates de fin de validité des projets. Là, il n'y a pas besoin. S'il a envie de mettre un bandeau, il va en victoire, il ajoute un bandeau et le projet 32, il aura un bandeau qui dit que c'est bientôt terminé. On va reprendre notre petit tableau et là-dessus, c'est ce qui nous permet de venir cocher l'édition des pages métiers. Et la dernière partie, c'était la partie vraiment le besoin initial du client qui était de pouvoir faire des dons financiers, matériels ou de contact. Et ça, là-dessus, bah, nous, Victoire vient se plugger par-dessus le framework, mais il ne touche pas du tout au fonctionnement interne du framework. Donc ça, on est bon là-dessus aussi. Je voulais vous parler aussi d'un point en plus, qui était notre gestion de l'I18N avec le CMS. Donc il y a plein de choses pour gérer l'I18N, mais un point en particulier qui était la façon de modifier les contenus en fonction de la langue. Pour bien afficher en anglais si la locale est anglaise ou en français si c'est en français.
Là-dessus, on a introduit un concept un peu particulier, qui est celui des widgets atomiques. C'est-à-dire qu'au même endroit dans une page, on va pouvoir définir 2 widgets. Ils ne vont pas être l'un sur l'autre, mais ils vont être l'un au-dessus de l'autre. C'est un système de quantum, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Et le concept, c'est que le client va créer un premier widget où il va spécifier que ce widget il va s'afficher que si la locale est égale à EN. Et exactement au même endroit, il va créer un second widget qui va s'afficher seulement si la locale est FR. Ce qui permet de faire de la traduction de contenu, ce qui permet de ne pas afficher un widget si jamais ça n'a pas de sens dans une autre langue, ce qui permet d'en afficher un uniquement dans une langue en particulier. Ça, si on y réfléchit 2 minutes, c'est le critère se fait sur la locale, mais le système fait qu'il n'y a rien qui nous empêche de le faire sur autre chose que la locale. Si j'ai envie de faire en sorte que mes utilisateurs, quand ils sont connectés, je leur affiche tel contenu si c'est un homme, tel contenu si c'est une femme, c'est exactement le même modèle, c'est le même système qu'on va utiliser, c'est juste un critère en plus qu'on va créer. Donc en gros, c'est de la personnalisation de contenu qui est au niveau serveur par rapport aux informations qu'on connaît de la personne connectée ou de ce qu'on veut à peu près, parce que les critères, c'est assez facile à implémenter avec le framework. Donc on a juste à créer un nouveau service de critères et dire bon, bah, si le user, son genre, c'est mail, bah, on va afficher le contenu. Et ça, la personnalisation de contenu, c'est encore quelque chose d'assez early. Il y a des solutions qui existent pour en faire. En général, elles sont en JavaScript. C'est quelque chose qu'on met par-dessus notre site et le site s'affiche. Et ensuite, le JS se réveille et hop, change le contenu à la volée pour afficher autre chose. Là, c'est pas ça, parce que c'est le serveur qui s'occupe de gérer tout ça et directement la page est personnalisée comme il faut. On va résumer tout ça, un petit tableau d'avantages et d'inconvénients. Au niveau des avantages, on l'a vu, c'est un CMS, donc le client est beaucoup plus autonome qu'avec une solution sur mesure faite avec un framework. On peut capitaliser, nous, en tant qu'agence, sur les développements, c'est-à-dire qu'un widget, une fois qu'on l'a créé, on peut le réutiliser ailleurs dans le site ou ailleurs pour un autre client. Donc c'est un outil qui est parfait pour une agence. C'est un outil qui est bon aussi pour une start-up, parce qu'une start-up, son but, c'est quand même d'exploser à un moment. Et d'avoir un outil comme ça va permettre quand elle sera beaucoup plus grosse, d'avoir une équipe marketing qui soit autonome, elle fasse son marketing comme elle le souhaite, et l'équipe de dev de la startup, elle va pouvoir se focus sur vraiment les nouvelles fonctionnalités de la startup. Enfin, donc c'est open source, je le répète, mais derrière, du coup, nous on est une agence qui est relativement stable, donc du coup on a une maintenance qui va se dérouler. Et nous, on l'utilise pour tous nos projets, donc on va forcément le maintenir convenablement. Au niveau des inconvénients, il y a une courbe d'apprentissage, clairement. Surtout si on ne fait pas de Symfony, parce que c'est quand même quelque chose qui se base sur Symfony. Donc si on a des connaissances en Symfony, par contre, ça s'appréhende assez vite, parce que ça bouscule rien du tout dans notre manière de travailler. On rajoute une brique en plus qui est au niveau de la gestion du front, mais au niveau du back, ça ne change pas grand-chose. Ça fait des dev-plans qui sont plus longs, légèrement plus longs pour les widgets qui n'existent pas. Parce que voilà, concrètement, quand on fait en code avec un moteur de templating, pour afficher le nom d'un projet, on fait product.name et c'est terminé. Là, va falloir. Là, c'est le widget texte, donc il existe déjà, mais il y aura des cas où il n'y aura pas de widget et ça va être plus long à développer un widget. Il faut faire le formulaire d'édition, il y a quelques petites étapes à respecter en plus. Mais c'est toujours au choix. Si on n'a pas le temps, si on n'a pas envie de faire un widget parce que ça n'a pas du tout d'intérêt pour le client dans ce cas précis, on ne fait pas un widget. On le fait en Symfony, on affiche avec du Twig et ça fait aussi bien le travail. Et enfin, pour l'instant, on n'a pas une communauté, c'est nous qui l'utilisons, on l'a éprouvé, mais par contre, là, on essaie de lancer une communauté pour être quand même plusieurs à profiter de ce système-là et pour l'éprouver à plusieurs. Donc, je vais conclure. Nous, ça fait 4 ans qu'on construit cet outil. Oui. C'est bon. Là, donc, pour conclure, ça fait 4 ans que cet outil-là, on le construit. On a réalisé une trentaine de projets avec, de tout type, que ce soit pour des startups, des industries ou des grands groupes.
On a fait aussi des sites plutôt vitrines, parce qu'il y a un côté CMS. On a fait des sites plus customisés, donc du crowdfunding. L'exemple que je vous donnais, c'est un vrai exemple, donc du crowdfunding un peu particulier. On a fait de la consommation collaborative. Et tout type de start-up qui a une idée un peu innovante, bah voilà, on est capable d'apposer un CMS dessus. En définitive, nous, on constate qu'on a gagné vachement en qualité dans ce qu'on donne aux clients. Lui, il est ultra content d'avoir l'accès, de pouvoir éditer les choses lui-même sans nous faire une demande, sans qu'on mette ça dans un sprint, qu'on le décale. Il fait la modification et il est tranquille. Dans les choses à venir prochainement, on veut faire un site démo, parce qu'il n'y a rien de plus parlant que de le tester soi-même pour voir un peu ce qu'on peut faire avec. Là, on est en train d'implémenter Symfony Flex. Donc, pour ceux qui connaissent Symfony, vous connaissez peut-être. C'est simplement quelque chose qui permet d'installer beaucoup plus rapidement une application, que tout soit fait automatiquement. Au niveau des grandes features, pour l'instant, on n'a pas de système d'historique. Donc, on ne peut pas revenir dans le passé, voir ce qui s'est passé à tel moment, et puis rollback une modification. Ça fait partie des choses qui nous intéressent vraiment. On veut pousser un peu le concept de persistance de contenu. C'est un vrai gros intérêt, et avec une couche d'A/B testing en plus pour profiter des critères pour afficher ou non un contenu et ensuite tester la performance de ce contenu-là d'un point de vue marketing. Là, on a toutes les clés pour le faire, donc il n'y a plus qu'à le faire. Et ce qu'on attend surtout, c'est vos retours sur cet outil-là et vos contributions. Donc n'hésitez pas à forquer, n'hésitez pas, en bas j'ai mis la doc, j'ai mis pas mal de ressources, n'hésitez pas à l'essayer chez vous, hein, vu que vous pouvez le télécharger gratuitement, et on embauche chez Troopers, donc si jamais ça vous intéresse, si vous trouvez ça, ça vous pique un petit peu cette techno-là, venez nous voir, et je vous remercie.